Au mois de juin 2011, 3 cosmonautes se présentent sur le pas de tir de Baïkonour, où une fusée Soyouz les attend. Destination, la Station spatiale internationale. Après 2 jours d'une approche périlleuse, l'équipage touche enfin au but. Les membres de cette nouvelle expédition doivent rester 165 jours en orbite autour de la Terre. L'un d'entre eux, l'astronaute japonais Satoshi Furukawa, est chargé d'une mission, filmer en haute définition des phénomènes spectaculaires. Au mois de juillet, après plus d'1 mois de voyage, son aventure spatiale entre dans une nouvelle phase. La planète Terre comme elle n'a jamais été vue. À 400 km au-dessus de la surface du globe, tourne un poste d'observation unique, la Station spatiale internationale, l'ISS. Une nouvelle expédition Soyouz accueille un médecin japonais, Satoshi Furukawa. Pour son premier voyage spatial, il va rester en orbite autour de la Terre pendant 5 mois. Sa mission, fournir aux scientifiques du monde entier des images de phénomènes jamais observés sous cet angle. Le cosmonaute doit filmer la fine couche d'atmosphère terrestre avec une caméra ultra sensible spécialement conçue pour cette mission. Des heures d'images inédites pour tenter de mieux comprendre la place de la Terre dans l'univers. Au bout de cette odyssée spatiale, Satoshi Furukawa devrait livrer les premières images haute définition d'un étrange phénomène céleste, les aurores polaires. Il va également tenter une première dans l'histoire de la Station spatiale internationale, filmer des pluies de météorites. Grâce à ces images exceptionnelles, les scientifiques pourront analyser les interactions entre l'atmosphère de notre planète et l'espace. Ils vont nous faire découvrir les conséquences des tempêtes solaires, des explosions de supernovas et des chutes d'objets célestes. Le cosmonaute de l'ISS va vivre un périple passionnant aux portes du cosmos. L'ISS est entièrement dédié à la recherche scientifique. 6 cosmonautes cohabitent dans les 400 mètres cubes habitables de la station. L'Agence spatiale européenne y possède même son propre laboratoire, le module Columbus, installé par Leopold Eyarts en 2008. La mission principale de la station internationale, c'est d'être un laboratoire scientifique. Donc il y a une centaine d'installations scientifiques à bord. La vie, elle est centrée autour du travail, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de travail à la fois sur le système de bord et sur, en particulier aujourd'hui que la station est terminée, sur les expériences scientifiques. Les astronautes, les cosmonautes travaillent à peu près une douzaine d'heures par jour. L'équipage se lève vers 6 heures du matin, et va commencer le travail vers 8 heures. Bon, il y a un travail de préparation de la journée avant. Et va travailler jusqu'à 17 ou 18 heures le soir, avec parfois d'autres activités avant de se coucher. Tous les protocoles de recherche sont pilotés et suivis du sol. Satoshi rend compte en direct des résultats de ses expériences. Les cosmonautes ne sont jamais livrés à eux-mêmes. Ils communiquent comme n'importe qui. Dans la station internationale, l'équipage a des moyens de communication pratiquement comme sur Terre. On a un téléphone, on peut appeler qui on veut sur la Terre. Sauf qu'il faut faire attention aux heures, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui dorment. Mais il y a aussi l'équipage a aussi l'Internet aujourd'hui, donc on peut utiliser des moyens de communication modernes, des réseaux sociaux aussi. Et puis chaque week-end, on peut avoir une vidéoconférence avec sa famille. Satoshi est également tenu au courant du plan de vol orbital de la station spatiale. Minute après minute, les ingénieurs de l'agence japonaise suivent la progression de l'ISS. Ils sont ainsi en mesure de savoir quand et où Satoshi aura le plus de chances de filmer les aurores polaires les plus fortes.
Après avoir observé et filmé pour la première fois en HD des Farfadets, et avant de percer le secret des pluies d'étoiles filantes, le cosmonaute japonais doit filmer l'un des phénomènes célestes les plus beaux et les plus étranges, les aurores polaires. L'aurore polaire, que l'on appelle aurore boréale dans l'hémisphère nord, survient quand des particules chargées en provenance du Soleil entrent dans la haute atmosphère terrestre. Les scientifiques classent les aurores selon leur forme, leur étendue et l'intensité de leur lumière. Il en existe de deux catégories. La plus connue est la forme dite discrète. Elle est constituée d'arcs qui ondulent comme certains nuages. La forme qualifiée de diffuse est nettement moins colorée et plus difficile à observer. La mission de Satoshi ne sera pas facile, car la station ne tourne pas au-dessus de l'un des deux pôles. Il devra filmer les aurores au-dessus du Canada et de l'Australie pendant les meilleurs mois pour ce type d'observation, juillet et octobre. Nous sommes en juillet. Mais Satoshi devra tenir compte d'un paramètre important. La station spatiale se déplace à la vitesse hallucinante de 28 000 km à l'heure. En une journée, elle effectue 16 fois le tour de la Terre. Satoshi a juste le temps de voir des têtes d'épingles lumineuses éparpillées en mer de Chine, ce sont des bateaux de pêche. Puis, sa première aurore polaire apparaît à l'horizon. Il n'a que quelques minutes pour la filmer. De sa coupole d'observation, Satoshi contemple un spectacle unique. Le voile vert de l'aurore couronne le pôle. Elle forme un anneau complet, étendu sur plus de 1000 km. Les aurores ont des formes plus complexes que le cosmonaute ne le pensait. Au premier coup d'œil, l'anneau semble constitué d'un seul et même voile. Mais en y regardant de plus près, plusieurs se juxtaposent. Les aurores peuvent également être formées d'une série d'anneaux concentriques. Mais comment naît une aurore polaire et d'où provient cette silhouette féerique ? La réponse se situe à la zone de rencontre entre la haute atmosphère et l'espace. C'est là que se déroule une bataille féroce dont l'aurore est le témoignage. Dans le rôle de l'attaquant, une étoile très active, le Soleil.
Le voici filmé par un satellite. Le Soleil n'est pas seulement une source de lumière ou de chaleur. Lors d'intenses tempêtes, il éjecte régulièrement une quantité astronomique d'électrons et autres particules électrisées. Toutes ces particules se déplacent dans le vide spatial, portées par les vents solaires, dont la puissance est telle qu'ils pourraient balayer et annihiler l'atmosphère terrestre. Heureusement, la Terre résiste à cette agression grâce à un bouclier, la magnétosphère. En fait, notre planète est un gigantesque aimant. Le champ magnétique qu'elle produit agit comme une barrière face aux assauts du Soleil. Il bloque et détourne les vagues de vent solaire qui contournent alors la planète. C'est là que les électrons, les ions et les protons s'engouffrent dans un couloir situé du côté sombre de la Terre, comme des poussières prises dans les turbulences d'une voiture. Quelques particules, lancées à une vitesse de 1000 km par seconde, empruntent la queue de la magnétosphère pour repartir à l'assaut. Mais une succession de champs magnétiques terrestres les bloque à nouveau. Les particules qui ne parviennent pas à les traverser glissent sur leur surface pour aboutir dans des sortes d'entonnoirs, les cornets polaires. Arrivées au-dessus des pôles, les particules excitent alors les atomes présents dans la haute atmosphère et forment les cercles concentriques que Satoshi est en train d'observer. L'aurore polaire se forme donc au niveau de la dernière ligne de défense de la Terre, l'atmosphère. Sans cette fine couche, l'humanité serait directement exposée au bombardement d'électrons venus du Soleil. Elle n'y survivrait pas. Les images en haute définition prises par Satoshi Furukawa montrent que les aurores ne sont pas uniquement vertes. Leur sommet diffuse un halo de lumière rouge. Vue du sol, la même aurore polaire offre un tout autre visage. Si le vert est toujours visible, les terriens perçoivent aussi une autre teinte, du rose. Comment expliquer ce phénomène? Cette palette de couleurs est produite lorsque la pluie d'électrons résiduels vient tomber sur la couche atmosphérique présente au-dessus des pôles. Entre 200 et 500 km d'altitude, les électrons libèrent un peu d'énergie en entrant en contact avec l'oxygène. Le ciel prend alors une teinte rouge. Des électrons plus puissants parviennent à pénétrer une zone de l'atmosphère comprise entre 100 et 200 km d'altitude. Ils sont stoppés à leur tour par l'oxygène et colorent cette partie de l'aurore en vert. Enfin, une dernière vague d'électrons arrive à atteindre une couche de l'atmosphère plus basse encore. Au contact de l'hydrogène et de l'azote qui s'y trouvent, ils prennent cette couleur rose si caractéristique. Ces variations colorimétriques dépendent donc de l'altitude. Elles prouvent que l'atmosphère terrestre réussit à arrêter les électrons avant qu'ils n'atteignent la surface de la planète. L'aspect d'une aurore peut également changer en quelques secondes. Elle se met alors à onduler. C'est le signe d'une attaque d'électrons plus importante, un assaut qui peut provoquer de véritables catastrophes sur Terre. Le 8 février 1986, une aurore boréale d'une intensité exceptionnelle illumine le ciel canadien. Juste en dessous, un train de passagers fonce vers l'est.
À quelques dizaines de kilomètres de là, sur la même ligne, un train de marchandises se dirige vers l'ouest. Un signal devrait normalement lui ordonner de s'arrêter. Mais il poursuit sa route. Les deux convois entrent en collision. L'impact frontal est si fort que les wagons déraillent. Certains sont littéralement projetés hors de la voie, d'autres sont broyés. L'accident fait 23 morts et 71 blessés. La commission d'enquête sur les causes de la catastrophe conclut à une erreur humaine. Le conducteur du train de marchandises se serait endormi. Mais le docteur Gordon Rostocker a une autre théorie. Pour lui, le vrai responsable, c'est l'aurore boréale. Ce diagramme présente les variations du courant magnétique sur la région le jour de la tragédie. 10 heures avant l'accident, représentée par la ligne rouge à droite, la courbe commence à s'emballer. Elle traduit une montée en puissance de l'aurore. 2 heures avant la collision, le renforcement s'accentue, atteignant même un pic. À ce moment-là de la journée, les interférences électriques étaient telles qu'elles auraient pu perturber toutes les lignes situées sur le parcours de l'aurore. La voie de chemin de fer est longée par une ligne électrique longue de 55 km, dont le courant fait fonctionner les signaux. Le docteur Rostocker est persuadé qu'une énorme aurore située au-dessus de cette ligne électrique a entraîné les dysfonctionnements qui ont provoqué l'accident. Les équipements qui envoient le signal devaient fonctionner. Mais soudain, quelque chose a changé à cause de cet énorme orage magnétique. Vous pouvez avoir des modifications du voltage similaires à celles qui sont envoyées par la ligne électrique elle-même. C'est ça qui a pu causer le dysfonctionnement du voyant lumineux. À l'époque, cette théorie n'a pas convaincu les membres de la commission d'enquête. Mais depuis, de nombreux événements ont démontré que les aurores pouvaient avoir des effets désastreux. 3 ans après l'accident, en 1989, alors que le Soleil connaissait un pic d'activité très important, le courant électrique d'une aurore fit griller tous les transformateurs de la province canadienne du Québec. La plus grande ville de la région, Montréal, connut une coupure de courant monstre qui plongea dans l'obscurité ses habitants pendant 9 heures. En 2000, un autre pic d'activité solaire se produit. Un satellite japonais destiné à la recherche astronomique devient incontrôlable. Il est définitivement abandonné dans l'espace. Les aurores peuvent être d'une incroyable intensité, comme le prouvent certains événements survenus par le passé. Une île proche de l'équateur aurait été le décor d'une aurore polaire. C'est ce qui est arrivé à Cuba, comme l'explique l'historien du climat, Luis Ramos. À Cuba, nous sommes habitués à des phénomènes comme les orages électriques ou les ouragans. Alors découvrir que quelqu'un, voilà 150 ans, nous avait laissé ce témoignage ne pouvait que nous inquiéter. Voici le document relatant l'observation de l'aurore boréale vue à La Havane le 2 septembre 1859 par Andrés Poey. Les chroniques du météorologiste Andrés Poey racontent que le phénomène dura plus d'1 heure. À 17h30, l'aurore est apparue au nord, sous la forme de lignes verticales formant des colonnes de couleur verte sur un fond rouge. Cette gigantesque aurore est également observée dans d'autres régions de la planète. Le capitaine d'un bateau traversant le canal de Panama rend compte du phénomène. Des témoins l'ont vu dans le ciel de France.
d'autres au-dessus des îles Hawaï en plein océan Pacifique. Des historiens japonais ont également noté l'événement dans leurs annales. En fait, cette aurore exceptionnelle a couvert la totalité du ciel de l'hémisphère nord. Quelles conséquences pourraient avoir aujourd'hui des phénomènes d'une telle ampleur? Les scientifiques américains ont réalisé une simulation. Leur rapport est édifiant. Si une énorme aurore se produisait, le courant qu'elle générerait pourrait faire sauter les transformateurs électriques. Les États-Unis se retrouveraient privés de courant. La remise en état du réseau durerait 4 à 10 ans. Coût de ce désastre, près de 2000 milliards d'euros. Inconsciemment, nous avons grandement accru notre vulnérabilité à ces périls. Voyez-vous, si nous ignorons ces risques sur l'environnement, ce serait un peu comme ignorer les menaces sismiques, les dangers de tremblements de terre lorsque nous construisons des gratte-ciels. La féerie des aurores ne doit donc pas nous faire oublier qu'elle renferme une puissance incroyable. Dans la Station spatiale internationale, la vie continue, rythmée par les expériences scientifiques, les réparations en tout genre. Début août, Satoshi Furukawa est totalement acclimaté à son environnement et à la pesanteur. Après avoir observé les aurores polaires et les farfadets, Satoshi Furukawa va entamer le 3e volet de sa mission. Il va tenter de filmer les pluies d'étoiles filantes. À 400 km d'altitude, le cosmonaute japonais s'apprête à capter les images d'un phénomène qui fait rêver les hommes depuis la plus haute antiquité. Pendant longtemps, les météorites, les chutes de météorites étaient vraiment pris comme des présages célestes, des choses assez mal comprises. Il y a même eu certaines époques où des cultes ont été rendus à des pierres météoritiques. C'était le cas en particulier au Proche-Orient, autour du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a même une météorite qui a fait une entrée triomphale à Rome. C'est cet empereur qui s'appelle Héliogabale, qui était originaire de Syrie, qui était prêtre d'un temple du soleil. Et une fois qu'il a été élu empereur de Rome par la Légion, il a voyagé depuis l'actuelle Syrie jusqu'à Rome avec sa météorite. Il s'est débarrassé de Jupiter sur le Palatin et il l'a remplacé par sa météorite. Chaque année, au milieu du mois d'août, une pluie d'étoiles filantes illumine la voûte céleste. Satoshi Furukawa va utiliser sa caméra haute sensibilité pour tenter d'enregistrer le moment où ces objets pénètrent dans l'atmosphère terrestre. C'est une première mondiale. Rajouté à la structure pour permettre aux cosmonautes de surveiller les manœuvres d'amarrage et de désamarrage, mais aussi les opérations extérieures effectuées par les bras robotisés de l'ISS, la coupole d'observation offre un point de vue exceptionnel sur la planète. Devant sa fenêtre, Satoshi effectue un tour complet de la Terre en seulement 90 minutes. Ces nuits ne durent donc que 45 minutes. Il a une pensée pour son pays, qui, quelques mois auparavant, a été touché par un tsunami. C'est le grand paradoxe des voyages sur l'ISS. Si les cosmonautes embrassent toute la planète d'un seul regard, ils demeurent très loin de leur foyer. Satoshi aperçoit sa première étoile filante entre Chicago et Minneapolis.
Il en récolte également au-dessus de l'Europe. En voilà une traversant le ciel de l'Espagne. Une autre encore en abordant la botte italienne. Mais finalement, qu'est-ce qu'une étoile filante ? Une étoile filante, c'est une petite poussière extraterrestre qui rentre dans l'atmosphère à très haute vitesse. Petite, ça veut dire 1 cm environ, et très haute vitesse, ça veut dire environ 20 km par seconde. Donc c'est une poussière qui arrive très très vite. Et pourquoi est-ce qu'elle donne cette traînée lumineuse aussi importante ? C'est tout simplement parce qu'elle abandonne son énergie, elle est freinée dans l'atmosphère, et elle dissipe son énergie en produisant de la lumière. Pour comprendre le phénomène, les scientifiques ont réalisé l'expérience en laboratoire. Ils ont utilisé cette machine, l'une des seules qui existe au Japon, pour lancer un projectile à une vitesse sidérante. Ce petit cylindre en plastique de 6 mm de diamètre a la même taille que la plupart des météorites qui pénètrent dans les couches supérieures de l'atmosphère terrestre. Il va voyager à 17 500 km/h. Un Paris-New York en 20 minutes chrono. L'air de la chambre d'expérimentation possède les mêmes propriétés physiques que la haute atmosphère. Une caméra a été mise au point pour enregistrer le passage éclair de ce projectile. Elle filme 100 000 images par seconde. Ce flash lumineux ressemble à la traînée laissée par une météorite. En fait, il est produit par l'impact du projectile. Lorsque le cylindre parvient à la fin de sa course, il émet un bref éclair de lumière. Mais c'est la première partie de l'expérience qui est la plus intéressante. En pénétrant dans l'air, le bout de plastique produit un sillage lumineux comme les météorites. Lorsqu'un corps extraterrestre plonge vers la Terre à la vitesse supersonique de 70 km par seconde, l'atmosphère le compresse. La météorite se vaporise. Sur sa trajectoire, l'air est ionisé. Cela provoque la combustion du corps céleste qui laisse derrière lui un sillage de gaz ionisé, le plasma. C'est ce plasma qui émet une vive lumière. Mais d'où viennent ces objets extraterrestres ? La majorité des météorites, c'est plutôt des fragments d'astéroïdes. Donc les astéroïdes sont des petits corps qui orbitent autour du Soleil, qui tournent autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Et il y a des collisions en permanence entre ces petits corps, donc ils abandonnent des fragments. Et certains de ces fragments peuvent progresser, arriver jusqu'à la Terre et éventuellement tomber dessus. Et c'est ça qu'on appelle une météorite. Ce flux de météorites est aléatoire. Les corps célestes viennent de tous les coins du système solaire. Pourtant, les images réalisées par Satoshi révèlent que certaines météorites entrent dans l'atmosphère avec le même angle. Elles proviennent donc du même endroit et se déplacent toutes dans la même direction. En 4 jours, Satoshi a filmé 260 étoiles filantes. Ces images permettent de reconstituer leur parcours dans le cosmos et de comprendre pourquoi leur chemin a croisé celui de la Terre. Durant les 4 jours de tournage, notre planète a poursuivi son parcours orbital autour du Soleil. Elle a couvert une distance équivalente à 800 fois son propre diamètre, soit un peu plus de 10 millions de kilomètres. Les pluies d'étoiles filantes sont généralement composées de poussière cosmique et de morceaux d'astéroïdes, les météorides. En orbite autour du Soleil, tous ces corps célestes constituent un énorme nuage étiré sur plus de 20 millions de kilomètres. Quand la trajectoire de la Terre croise ce courant de débris cosmiques, les météorides se transforment en météorites et pleuvent sur l'atmosphère terrestre, provoquant des averses d'étoiles filantes.
Reste à savoir ce qui crée cet incroyable courant de corps célestes. Lors de son séjour sur l'ISS, Satoshi Furukawa a eu la chance de photographier la clé de ce mystère. C'est cette longue traînée lumineuse, une comète. La NASA possède de nombreux clichés de comètes. Il s'agit d'énormes blocs composés de glace et de poussière d'étoiles. Ce sont ces poussières qui deviendraient des météorites. Mais comment ? Tout tourne autour du Soleil dans le système solaire, c'est la définition du système solaire. La particularité des comètes, c'est qu'elles ont des orbites assez elliptiques, c'est-à-dire assez allongées. Donc elles passent l'essentiel de leur vie très loin du Soleil et périodiquement elles s'en rapprochent tout en ne restant pas très longtemps en proximité du Soleil. Et quand elles se rapprochent du Soleil, elles sont échauffées, donc la glace qu'elles contiennent est vaporisée et les poussières qu'elles contiennent sont relâchées. Et donc sur leur parcours, si vous voulez, il y a un champ de poussière qui est abandonné, les poussières que la comète a abandonnées sur son parcours et que la Terre rencontre à intervalles périodiques d'une année. Le système solaire compte un nombre incalculable de comètes qui laissent derrière elles de longues queues de débris. La Terre croise la route d'une cinquantaine d'entre elles. Ces objets extraterrestres peuvent-ils nous apprendre quelque chose sur la formation du système solaire ou sur la présence de vie sur Terre ? En 1999, les scientifiques du projet Stardust, poussière d'étoiles, ont lancé une sonde dans l'espace. Sa mission, atteindre la queue d'une comète pour y récolter des échantillons à analyser sur Terre. Parvenue à destination, la sonde a déployé une plaque alvéolée semblable à une raquette de tennis afin de capturer les poussières arrachées à la comète. Les scientifiques nourrissent de grands espoirs, mais ils doivent patienter 7 ans avant de voir la sonde revenir sur la Terre. En 2006, une grosse étoile filante illumine le ciel de l'Utah. La capsule Stardust vient de rentrer dans l'atmosphère. Mais a-t-elle réussi à ramener des poussières cosmiques sur Terre ? Les scientifiques croisent les doigts. Les résultats sont à la hauteur de leur espérance. La sonde a capturé 100 000 grains de poussière cosmique. En les analysant, les scientifiques font une incroyable découverte. La poussière contient une substance essentielle à la vie, un acide aminé, de la glycine. L'astrobiologiste Daniel Galvin poursuit les recherches dans les laboratoires de la NASA. Il croit que la découverte de cet acide aminé peut résoudre l'énigme du développement de la vie sur Terre. Le scénario est assez simple. Lors de sa création, notre planète ne contenait aucune matière organique, même pas d'acide aminé. Comment les substances favorables à la création de la vie ont-elles pu surgir dans cet environnement particulièrement hostile ? La découverte de matériaux organiques dans les poussières relâchées par les comètes tendrait à prouver que les pluies de corps célestes ont amené sur Terre les toutes premières composantes indispensables à l'émergence de la vie. En tombant sur la Terre, cette poussière cosmique a pu y apporter des minéraux et des composants organiques, notamment des acides aminés comme la glycine par exemple. Et tous ces matériaux ont pu s'accumuler sur les sols et dans les océans primitifs
et éventuellement ont pu participer à la chimie complexe nécessaire pour déclencher le processus pouvant entraîner l'apparition de la vie. Le fait que la matière extraterrestre, les météorites, les micrométéorites contiennent ces acides aminés, ça veut dire qu'il y a eu certainement un apport d'acides aminés au début de l'histoire de la Terre par le flux de matière extraterrestre. Et donc ça veut dire qu'il y a eu un ensemencement de matériaux prébiotiques. Donc un acide aminé, on est très très loin de la vie, mais en tout cas c'est un des constituants de la vie. Et donc voilà, ça nous dit que une partie de l'inventaire des matériaux constitutifs de la vie provient de l'espace. C'est aussi ce que pense un autre chercheur de la NASA, directeur du projet Stardust, le docteur Michael Zolensky. Pour compléter les données, il lance une nouvelle opération. Mais cette fois, les poussières cosmiques vont être récoltées par un avion. Le plan de vol prévoit de quadriller une région dont le ciel n'est pas affecté par les activités humaines. Les météorites se consument à une altitude de 80 km. Si des poussières sont découvertes plus bas, cela signifiera qu'elles ont réussi à pénétrer dans l'atmosphère sans être affectées. Pour les recueillir, le docteur Zolensky a mis au point un système très simple. À l'altitude programmée, cette petite trappe s'ouvre et cette plaque sort comme ça. Ensuite, durant le vol, la plaque récolte les particules de poussière dans la stratosphère. L'opération va se dérouler durant une période très propice. La Terre traverse la queue d'une comète. Ces derniers jours, les pluies de corps célestes se sont donc renforcées. « 15 240 mètres, c'est l'altitude maximale à laquelle nous pouvons voler aujourd'hui avec nos combinaisons. À l'extérieur, la température est de moins 41 degrés. » Le pilote vole quasiment aux portes de l'espace. Il entre dans l'ionosphère. Le ciel annonce déjà le cosmos. Il prend des teintes plus sombres. Ok, c'est parti. La récolte des échantillons commence. La plaque en résine installée sous l'aile de l'appareil vient de sortir à l'air libre. Mais y aura-t-il des poussières cosmiques à cette altitude ? C'est dans une chambre stérile que les scientifiques vont examiner les résultats. La plaque est extirpée délicatement du boîtier qui la protégeait des pollutions ambiantes. Au microscope, quelques grains sont bien visibles. Il faut les analyser maintenant. Mais Michael Zolensky en est sûr. Il s'agit bien de poussière cosmique. Nous pensons que c'est un échantillon extraterrestre et maintenant nous l'observons pour pouvoir poursuivre notre analyse. La poussière cosmique peut donc atteindre la Terre sans être endommagée lors de son entrée dans l'atmosphère. Comment est-ce possible ? Le docteur Zolensky n'a pas cessé de récolter des échantillons. Les coffres-forts de la NASA contiennent des milliers de grains de poussière. Il y a là 30 ans de collecte. En fait, ces grains sont très petits, 1/10 de millimètre seulement. Ils sont donc très légers et n'entrent dans l'atmosphère qu'à vitesse réduite, une dizaine de kilomètres par seconde. S'ils sont invisibles pour l'œil humain, leur nombre laisse songeur.
La Terre baigne tout le temps dans ce nuage de poussière. C'est cette poussière qui entre continuellement dans l'atmosphère. Elle couvre toute la Terre et vous en respirez tous les jours. Elle tombe dans votre jardin, sur votre voiture. Ça en est certainement. Il y a probablement des particules de poussière sur ce 4x4 du Colorado. Il n'échappe pas aux poussières cosmiques qui pleuvent littéralement depuis l'espace. 30 000 tonnes de ce type de matériaux nous tombent dessus tous les ans. C'est une quantité énorme. Il y a plus de 4,5 milliards d'années, naissait notre système solaire. De grandes quantités de gaz et de poussière cosmique contenant des substances organiques, comme les acides aminés, se sont mélangées. Les radiations cosmiques ont alors entraîné certaines réactions chimiques et les substances organiques se sont multipliées. Les particules minérales contenant ces substances se sont agrégées et ont formé des blocs de plus en plus gros qui se sont eux-mêmes amalgamés. C'est ainsi que la Terre fut créée. Mais la chaleur extrême provoquée par les collisions a détruit toutes les substances organiques. La situation était différente en périphérie du système solaire. Là, les températures négatives et l'absence de collision facilitèrent la formation d'amas de glace et de poussière, dont la taille variait de quelques mètres à plusieurs dizaines de kilomètres. Ils renfermaient les poussières. Bon nombre de ces blocs furent attirés dans l'orbite du Soleil. Leur grand voyage à travers l'espace pouvait commencer. Les comètes étaient nées. Lorsque l'une d'entre elles s'approche du Soleil, la chaleur fait fondre la glace. Les poussières dégèlent. La comète les abandonne alors dans son sillage. Cette traînée contient des composés organiques. Notre planète n'a jamais cessé de traverser ces flux qui ont pu l'ensemencer et permettre l'apparition de la vie. Le processus d'évolution des espèces a fait le reste. Plantes et animaux se sont multipliés. Notre planète s'est transformée en îlot paradisiaque, flottant à travers l'espace infini. D'une certaine façon, l'espèce humaine n'aurait jamais vu le jour sans ces poussières cosmiques. Nous sommes les habitants d'une planète dont les cosmonautes de la station spatiale saisissent l'extraordinaire fragilité. Vue de l'ISS, l'atmosphère terrestre n'est guère qu'une fine couche. Cette mince couche d'atmosphère, elle conditionne toute la vie. Et là, on la voit. Alors, on peut voir des photos aussi, mais là, on la voit réellement. Et par moments, elle est presque invisible aussi. Donc, on prend conscience de cette fragilité. On peut voir aussi, à travers les photos, les vidéos que l'on peut prendre,
problèmes de pollution au niveau de la mer, par exemple, qui sont parfois assez flagrantes. Donc c'est aussi un lieu d'observation sur le plan pour les citoyens du monde. Fin de mission pour Satoshi Furukawa. Le cosmonaute japonais s'apprête à retrouver la Terre et son foyer. Il achève ses ultimes expériences. Sa mission aura duré 5 mois, 165 jours d'un incroyable huis clos, hors des saisons et du temps. Pour moi et je pense pour la plupart de mes collègues, tout le monde a l'impression que le temps passe très vite. Le fait qu'il y a toujours quelque chose à faire, à regarder, à observer, ou des contacts avec le sol, fait qu'en fait, on ne voit pas le temps passer. Les 6 mois passent très très rapidement. En fait. Une fois désamarrée de la station spatiale, la capsule plonge dans l'atmosphère. Une dernière aventure débute. D'abord, le retour se passe très rapidement, ça dure à peu près 4 ou 5 heures, donc on ne voit pas vraiment le temps passer. La phase intense de rentrer dans l'atmosphère, c'est à peu près une vingtaine de minutes. Alors évidemment, il y a pendant le retour de certains moments intenses, notamment la rentrée atmosphérique, où on passe par des températures de l'ordre de 1500 ou 2000 degrés. Donc le vaisseau est protégé pour ça. Et puis l'ouverture du parachute qui induit des rotations, des accélérations. Et pendant la rentrée, on subit à peu près 4 ou 5 G, donc c'est-à-dire 4 ou 5 fois son poids. Le 22 novembre 2011, Satoshi Furukawa est extirpé de la capsule Soyouz qui l'a ramené dans une plaine du Kazakhstan. Le cosmonaute japonais avoue alors qu'il a la sensation d'avoir aboli toutes les frontières. Celles qui séparent les hommes et celles entre la Terre et le cosmos.